Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir en ce début d'année à la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse organisée par l'ASN. Cette année a mal commencé, je crois, tout le monde en a conscience. Raison de plus, je crois, pour vous souhaiter à tous individuellement mes meilleurs vœux à titre personnel et professionnel pour que cette fin d'année 2015 se passe sous les meilleurs auspices. C'est l'occasion pour nous de faire un point avec un minimum de distance sur les enjeux auxquels sont confrontés la sûreté et la radioprotection. Pour résumer mon propos, je dirais que la période est marquée par un renforcement à la fois des enjeux de sûreté et de radioprotection et un renforcement des exigences associées. Premier point, l'âge, l'ancienneté des installations. Le parc industriel nucléaire français a été globalement mis en service entre la fin des années 70 et la fin des années 80, donc sur une période de temps ramassée, une dizaine d'années. Je pense aux réacteurs nucléaires, bien entendu, mais je pense aussi à toutes les installations support du fonctionnement de ce parc nucléaire, installations du CEA, d'Areva, par exemple les installations du cycle du combustible, les installations de recherche qui ont permis au parc nucléaire de se développer. Tout ce système industriel a été mis en service dans ces années-là, il y a plus d'une trentaine d'années. Et donc, ces installations, aujourd'hui, s'approchent de leurs 40 ans en moyenne. Et ça, c'est un enjeu de sûreté considérable qui est juste devant nous et qu'il nous faut gérer. Avec une double exigence. La première exigence, c'est bien entendu de vérifier, notamment à l'occasion des réexamens de sûreté, de vérifier que ces installations n'ont pas vieilli, qu'il n'y a pas d'anomalies qui soient apparues, qui remettent en cause leur conformité aux exigences initiales qui datent maintenant d'une quarantaine d'années. C'est le premier exercice. Mais le deuxième exercice, plus exigeant encore, qui est devant nous, c'est de profiter de cette occasion, les réexamens de sûreté, pour améliorer la sûreté. Nous avons posé comme exigence, et c'est une exigence qui est partagée au niveau européen, qu'à cette occasion-là, on essayait de se rapprocher des référentiels de sûreté les plus modernes. Dans le domaine des réacteurs, c'est typiquement les exigences de sûreté applicables à l'EPR de Flamanville, ce qu'on appelle, nous, la génération 3, qui présente et qui a été conçue pour améliorer notablement la sûreté des installations concernées. Et c'est une exigence complexe. Sur ce sujet-là, dans le domaine des réacteurs, nous avons commencé partiellement à travailler sur le sujet. Nous serons en mesure de rendre un avis d'orientation sur les points essentiels qui doivent être traités à l'occasion des réexamens de sûreté à la fin de cette année, si tout se passe bien. Et l'examen se poursuivra sur ce qu'on appelle la question générique. Les réacteurs de 900 sont-ils, oui ou non, capables d'aller au-delà de 40 ans, typiquement jusqu'à 50 ans? Cet examen générique, a priori, sous réserve que les dossiers arrivent en temps et en heure et soient de qualité, devrait nous permettre d'avoir une position générique sur cette question-là, a priori en 2018. Sachant que les quatrième visite décennale, donc qui correspond bon an mal an aux 40 ans, la quatrième visite décennale concernera Tricastin 1 et aura lieu dès 2019. Donc vous voyez que le calendrier est terriblement serré entre un avis générique de notre part et l'engagement ensuite de l'examen réacteur par réacteur de la question de la prolongation au-delà de 40 ans, et encore une fois qui commencera dès 2019. Juste un ordre de grandeur, si nos comptes sont bons, entre 2019 et 2025, il y aura plus de 26 réacteurs qui auront leur quatrième visite décennale, et suite à cette visite décennale ont lieu les réexamens de sûreté. Donc une masse extrêmement importante de sujets à traiter. Et je reprends le propos que nous tenons régulièrement. Cette prolongation au-delà de 40 ans, vue d'ici, vue de nous, n'est nullement acquise à ce stade. Dans le domaine, pour les autres installations, là aussi, il y a beaucoup d'installations anciennes. Nous allons recevoir plusieurs dizaines, d'ici 2017, donc là, maintenant, plusieurs dizaines de dossiers de réexamen de sûreté d'installation du CEA ou d'Areva, et là aussi avec des enjeux de sûreté sans précédent, relativement analogues finalement à ce que l'on rencontre sur les réacteurs. Donc une masse très considérable, encore de travail, directement liée à l'ancienneté des installations nucléaires françaises. Le deuxième grand enjeu de sûreté qui est encore devant nous, c'est les suites de Fukushima. Nous l'avions dit
suite à l'accident. Les suites d'un tel accident nécessitent une bonne dizaine d'années pour déployer, pour comprendre d'abord ce qui s'est passé et déployer ensuite l'ensemble des mesures nécessaires. Nous sommes attachés très rapidement après l'accident à ce que des mesures de renforcement de la sûreté soient mises en place. Mais les mesures définitives, ce sont pour un certain nombre d'entre elles des mesures temporaires ou provisoires. Les mesures définitives, en dur, si je me passais l'expression, elles nécessiteront plus de temps de déploiement. Les calendriers de renforcement complet des installations se vont jusqu'à 2018. Donc il y a encore un travail tout à fait considérable pour s'assurer, pour bien définir les modifications permanentes que nous souhaitons et pour surtout les déployer sur le terrain. Nous avons pris dans ce cadre-là en 2014 pour les réacteurs une décision cadre extrêmement importante, notamment pour fixer les niveaux sismiques auxquels les installations doivent être renforcées. Et nous avons pris des dispositions équivalentes, cohérentes, sur toutes les autres installations, ou les principales autres installations, hors réacteur. Tout début de cette année, je crois le 9 janvier, ces deux décisions, comme d'habitude, sont évidemment publiques. Mais encore une fois, ce n'est que l'amorce d'un processus. Nous avons cadré l'exercice de définition des mesures pérennes. Il nous reste à étudier les propositions des exploitants et ensuite à veiller à leur bonne mise en œuvre. C'est un travail considérable qui nous attend sur les années à venir. Ce renforcement des enjeux s'est accompagné d'un renforcement des exigences et du cadre législatif, technique, qui s'applique aux installations. Je voudrais souligner que l'Europe, de ce côté-là, fait la marche en avant par rapport au reste du monde en matière de sûreté et de radioprotection. Signaler que 2 directives essentielles ont été prises d'un commun accord au niveau européen, l'une sur la sûreté et l'autre sur la radioprotection. Celle sur la sûreté a été promulguée l'été dernier. Elle contient nombre d'avancées. Elle formule une ambition forte en matière d'objectifs de sûreté. En particulier, elle explicite le fait que, et c'est une évidence pour nous suite à Fukushima, une évidence d'ailleurs pas totalement partagée au niveau international, elle formule l'idée qu'il ne faut pas qu'un accident ait des conséquences long terme comme il en a eu à Fukushima. C'est une obligation qui s'applique pour les réacteurs nouveaux, mais qui doit s'appliquer autant que possible, raisonnablement possible, sur les réacteurs existants. Et ça, c'est un principe fort et dans la nouvelle directive européenne. Autre avancée de la directive, elle fait obligation à tous les États de se soumettre à un contrôle par les pairs, que les autorités de sûreté se soumettent à un contrôle par leurs pairs régulièrement, tous les 10 ans. Je signale que nous avons, nous, accueilli cette année, en fin d'année 2014, une telle mission, ça s'appelle IRRS, c'est un service offert par l'AIEA. Nous avons rendu public ses principales conclusions, c'était en novembre dernier, et nous nous appliquerons à l'avenir à respecter, nous l'avons accueilli pour la 2e fois, là, nous appliquerons à l'avenir, évidemment, à appliquer cette règle qui nous semble être une règle de base. Autre innovation de la directive, forte, qui tire un peu d'une certaine manière les conclusions de l'exercice que nous avons fait en Europe, de revue par les pairs de ce que nous faisions après Fukushima. Elle crée une obligation pour l'ensemble des États membres de faire ce qu'on appelle une revue thématique, cette fois technique, d'un sujet que nous choisirons ensemble, un sujet d'intérêt pour la sûreté. Et cette revue thématique, technique, faite au niveau européen, devra être faite tous les 6 ans, dans l'esprit de ce qui avait prévalu au moment où on a fait les évaluations complémentaires de sûreté et les stress tests en Europe. Donc des avancées majeures de cette directive. Et encore une fois, je souligne le fait que l'Europe fait la course en avant dans ce domaine-là et porte des exigences élevées. Nous essayons de faire en sorte qu'au niveau international, cette fois, cette ambition soit supportée, soit partagée. Je dois dire que c'est assez compliqué. Nous avons un grand rendez-vous en février prochain. Il y a ce qu'on appelle une conférence diplomatique pour réviser, améliorer la Convention internationale sur le sujet de la sûreté nucléaire. Les débats sont vifs. Encore une fois, l'Europe fait le travail avec une vraie ambition. Mais voilà, les débats sont vifs et je ne suis pas sûr que notre ambition européenne soit totalement partagée, en tout cas à ce stade. Le cadre législatif, c'est aussi le cadre français. La loi de transition a apporté tout un tas d'améliorations au dispositif de sûreté et de radioprotection.
On a fixé, à titre d'exemple, des objectifs pour le démantèlement, en fixant le principe d'un démantèlement immédiat. C'est des mauvais mots parce que démantèlement immédiat donne l'impression qu'une fois qu'on l'a décidé, le démantèlement s'opère dans les semaines qui suivent. C'est nullement le cas. Un démantèlement, c'est une opération qui présente des risques, qui doit être faite avec beaucoup de précautions, encadrée par l'autorité de sûreté nucléaire, et qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années nécessairement. Ce que nous avons voulu dire par démantèlement immédiat, c'est poser le principe du fait que la préparation du démantèlement doit se faire de manière rapide, typiquement dans les 2 ans qui suivent l'arrêt d'une installation. Et pourquoi ce principe? La raison en est simple. Pour bien préparer un démantèlement, il faut que ce soit les équipes qui ont exploité qui le préparent, parce qu'elles connaissent l'installation. Inutile de dire que si on s'attache à préparer en 5 ans, 6 ans, les personnes seront parties tout simplement prendre un autre emploi. Et donc, d'où le principe fixé par la loi, qui n'est pas un principe propre à Fessenheim, c'est un principe général, de préparer le démantèlement, en gros, pour faire simple, dans les 2 ans qui suivent l'arrêt de la centrale. Il y a bien d'autres dispositions dans cette loi qui vont évidemment dans le bon sens. Tout un tas de mesures pour renforcer tout ce qui concerne la participation du public, qui est un point évidemment tout à fait central pour gérer correctement les enjeux de sûreté et de radioprotection. En particulier, la possibilité pour les commissions locales d'information qui sont dans les zones frontalières d'avoir des membres étrangers de plein droit. Actuellement, ils sont souvent observateurs, là, les étrangers concernés, que ce soit en Allemagne, Luxembourg, en Belgique, pourront siéger de plein droit dans les commissions locales d'information. Une autre avancée majeure que nous avions souhaitée, c'est que je viens de parler du rendez-vous des 40 ans, pour faire simple, pour les réacteurs nucléaires. Je viens de dire que c'est une décision importante. En l'état des textes, en termes de participation du public, il n'était prévu à ce stade qu'une consultation par Internet de 3 semaines sur le projet de décision que nous serions amenés à prendre. Je considère que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu de sûreté que représente cette question, et nous avions souhaité que la consultation du public, la participation du public, soit à la hauteur de la question qui était posée. Et la loi, nous avons été suivis, en tout cas au stade de l'écriture du projet de loi actuel, puisqu'il est prévu que ce rendez-vous des 40 ans de chacune des installations, chacun des réacteurs, fasse l'objet d'une enquête publique en parallèle de notre instruction de la possibilité ou non de prolonger au-delà de 40 ans. Donc, enquête publique, et donc, encore une fois, un dispositif de concertation adapté aux enjeux que nous traitons. On a fait aussi des avancées significatives en 2014, en fin d'année 2014, dans le domaine et dans la réflexion sur la gestion des situations d'urgence. Et là aussi, comme pour le cadre législatif, c'est des avancées qui ont été portées au niveau européen. On a rendu public une position prise par l'ensemble des autorités de sûreté européennes en charge de la sûreté et de la radioprotection, me semble-t-il, fin novembre, qui introduit des concepts nouveaux dans le domaine de la gestion des situations d'urgence. Première chose, en cas d'accident, essayer de se caler, de s'harmoniser dans les réactions que chacun des pays concernés, et notamment en cas d'accident nucléaire. On peut tout à fait imaginer, notamment sur le territoire européen qui est assez dense, que plusieurs pays soient simultanément concernés par les conséquences d'un accident. Premier principe qui a été posé, encore une fois, conjointement, c'est qu'on essayait de s'aligner. On s'aligne sur les mesures prises par le pays concerné, et notamment dans les toutes premières heures, où les principales informations sont celles que le pays concerné a. Ensuite, chacun développe une capacité d'analyse, les informations se multiplient, et chacun peut imaginer d'avoir des diagnostics ou des différents, mais dans les toutes premières heures, le principe de l'alignement sur le pays concerné a été posé et admis par l'ensemble des autorités en charge. Deuxième aspect, qui a été adopté conjointement, c'est le cas où un accident grave surviendrait et où on n'aurait pas toutes les informations. En cas de crise, on peut imaginer d'être dans les toutes premières heures dans une telle situation. Et ce qui a été dit par les autorités, c'est qu'on devait travailler sur ce genre de scénario, sachant que ce genre de scénario, accident majeur, peut avoir des conséquences du type de Fukushima. Et même si nous avons fait tout ce qu'il fallait, nous décisions devoir faire en tout cas pour prévenir un tel accident, on estime que malgré tout, il y a encore des cas résiduels
où on pourrait avoir des accidents avec des conséquences type Fukushima. Et Fukushima, les conséquences, on les connaît, c'est un constat là, c'est des évacuations sur des rayons de l'ordre de 20 km et des distributions de pastilles d'iode ou de mise à l'abri sur des rayons d'une centaine de kilomètres. Et ce qu'ont dit conjointement les autorités européennes sur le sujet, c'est qu'il fallait se préparer, en tout cas réfléchir préventivement à ce genre de situation, pas avoir un plan complet, déployé, prépositionné, mais avoir réfléchi suffisamment avant donc, pour savoir ce que l'on ferait pour mettre en œuvre de telles mesures. Il y a une innovation quelque part qui est introduite avec cette idée-là, c'est l'idée que dans le domaine de la gestion des accidents, on raisonnait habituellement en disant il y a un plan d'urgence, voilà, il y en a un, unique, point barre, et il répond à toutes les questions. Là, on introduit quelque part l'idée qu'il faut que dans les plans d'urgence eux-mêmes, il y ait une forme de défense en profondeur, c'est-à-dire qu'il y ait des plans d'urgence de base, en gros ce qu'on a actuellement, mais qu'il fallait avoir des dispositifs de secours et des plans d'urgence, entre guillemets, de secours, pour faire face à une gradation d'accidents possibles. Et ça, c'est une innovation dans l'approche de la gestion des situations d'urgence par rapport à ce que nous faisions auparavant. Dernier mot sur les enjeux de sûreté et de radioprotection. Les enjeux de radioprotection dans le domaine médical. On en parle tous les ans. Si on regarde le sujet avec un peu de recul, le dispositif a été mis en place et s'est renforcé de contrôle de la radioprotection, notamment dans le domaine médical, a été mis en place depuis 10-15 ans. Suite à Épinal, il s'est considérablement renforcé, mais on est encore loin d'avoir un dispositif qui ait atteint la maturité que l'on a dans le domaine de la sûreté, et notamment sur les installations nucléaires de base. Donc il reste des choses à faire pour conforter les déclarations d'événements, pour conforter leur bon traitement, et puis conforter les pratiques. Un de nos enjeux actuellement, c'est bien entendu toujours le sujet du nombre et de la qualité de la formation des radiophysiciens, les gens qui préparent soit les examens, soit les thérapies qui utilisent des rayonnements ionisants. Donc celui-là reste. La France est passée du dernier rang européen à un rang moyen, mais on n'est encore qu'à un niveau moyen en termes de radiophysiciens. Donc il y a encore des efforts à faire pour que les dispositions soient pleinement satisfaisantes. Et puis il y a un sujet sur lequel nous penchons, parce qu'il y a un certain nombre d'incidents qui illustrent le fait qu'il y a un problème, c'est le sujet de la radiologie interventionnelle. Il y a tout un tas d'actes, la pose de stents, par exemple, dans le domaine de la cardiologie, pose de stents dans le cœur, qui se font par microchirurgie invasive. Et pour se repérer ou pour voir la qualité du traitement qu'on fait, on le fait sous rayonnement ionisant. Et on a un certain nombre d'incidents de surdose reçus soit par les patients, soit du personnel, le personnel qui intervient, donc le cardiologue ou le radiologue, qui intervient dans ce genre de circonstances. Et pour nous, ce sera, cette année et pour les années à venir, un point de vigilance tout particulier. Peut-être un dernier point, on parle beaucoup de sujets de sécurité, pour parler plus clair, de protection contre les actes de malveillance. C'est évidemment, avec l'actualité récente, un sujet à l'ordre du jour. Les drones aussi l'ont rappelé. Il y a eu beaucoup de débats, y compris sur la réorganisation de l'État, l'organisation de l'État dans le domaine, où effectivement ce n'est pas l'autorité de sûreté qui est en charge de ces enjeux de sécurité. C'est un sujet certainement intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce sujet d'organisation soit le premier enjeu auquel nous devons faire face. Moi, je considère que le principal enjeu que nous avons devant nous, urgent, c'est la question de la gestion, la protection en termes de sécurité, acte de malveillance, des sources radioactives. Je l'ai dit et je le redis publiquement, c'est un sujet, je parle bien de la sécurité, protection contre les actes de malveillance, qui est un sujet actuellement orphelin. Il y a un trou dans la raquette du contrôle, il n'y a pas d'autorité en charge de définir les règles du jeu, et il n'y a pas d'autorité en charge du contrôle. C'est un sujet sérieux. Pour illustrer un petit peu ce que sont ces sources, il y en a des milliers en France. Et c'est des sources qui, notamment, servent sur les chantiers industriels où on fait des soudures pour contrôler la qualité des soudures. Autant dire qu'il y en a partout. Et c'est des sources qui sont assez puissantes pour permettre de faire une radiographie des tuyaux, de tuyaux en acier, en métal. Et ces sources, si elles sont détournées de leur usage par des personnes malveillantes, on parle de malveillance, mais je ne sais pas s'il y a un rapport. J'ai fait une bêtise ?
Donc si elles sont détournées de leur usage, elles peuvent faire des dégâts considérables sur les personnes, parce que encore une fois, c'est des sources puissantes, et si on les utilise à des fins malveillantes, les conséquences peuvent être graves. Et encore une fois, ce sujet n'est pas traité, c'est un sujet orphelin, et nous militons pour que dans une des lois, il y en a plusieurs actuellement, il y a la loi Macron, il y a la loi de transition énergétique, il y aura peut-être une loi sur la sécurité, mais que le plus rapidement possible, une loi organise le système, mette en place et organise le système de contrôle. C'est pour moi, en termes de sécurité, le point prioritaire, bien au-delà des évolutions d'organisation qui pourraient voir confier à l'ASN le sujet de la sécurité. Je précise au passage que dans 90%, peut-être même plus de nos pays homologues, nos autorités de sûreté, les autorités de sûreté sont en charge de ce sujet. Je considère que la réorganisation est inévitable à terme. Je ne la considère pas comme prioritaire. Encore une fois, il y a ce sujet de la sécurité des sources qui doit être traité prioritairement. Voilà, c'était, pour clore ce grand balayage, en tout cas des grands enjeux, je m'en arrêtais là. Simplement vous dire que, conformément à ce que prévoit la loi, nous présentons notre rapport annuel sur la sûreté et la radioprotection devant l'OPEX, et nous le ferons le 15 avril prochain. Donc pour le prochain rapport, ça sera notre prochain grand rendez-vous en dehors de l'actualité, des nécessités que nous dicterons l'actualité. Voilà. Je vais m'en arrêter là. J'ai essayé de ne pas être trop long. Et puis j'ouvre le temps de la discussion. Nous ne sommes pas en charge de la sécurité. On a les informations publiques que vous avez sur le sujet. Greenpeace avait commandité un rapport à un expert britannique. J'avais proposé, c'était lors d'une séance au Parlement, une séance publique au Parlement, qu'on ait une réunion avec l'expert pour discuter un petit peu de ses conclusions. Cette réunion doit avoir lieu cette semaine. Et donc nous rencontrerons Greenpeace, l'expert, avec nos homologues en charge de la sécurité. Je crois que c'est ce soir d'ailleurs. Alors, dans la série réacteurs modernes, il faut aussi citer l'EPR. Donc, on a déjà fait évidemment le travail sur l'EPR. Donc, on a fait un travail aussi de validation des options de sûreté je ne sais plus quand est-ce que c'était il y a 3-4 ans, sur Atmea, qui est le modèle, c'est le petit frère, on va dire, de l'EPR. Donc, un travail a déjà été engagé. On a rendu sur le sujet, cette fois de la génération 4, ou plus spécifiquement sur Astrid, un avis en mars dernier, qui est public, comme tous nos avis. Donc le travail a été fait sur un certain nombre de réacteurs. Simplement, je voulais souligner qu'à ce stade-là, et dans des perspectives de 10 ans, 15 ans, ce qui est à l'ordre du jour, c'est des réacteurs type EPR, fondamentalement EPR. Atmea moins, en tout cas, EDF n'a jamais manifesté, compte tenu des spécificités françaises, l'intention de mettre un Atmea. Il pourrait le faire, hein. Encore une fois, il y a du travail qui a été fait, mais ça n'a pas été fait. Puis le dernier mot sur cette fois la génération 4, c'est une génération au dire même de ses promoteurs, qui aurait vocation à devenir industrielle, on va dire, plutôt à des horizons de temps 2040, voire au-delà. Quand on parle d'Astrid, ce n'est que le prototype. Et sur ce sujet-là, nous avons été, dans l'avis que nous avons rendu en mars dernier, ou en avril ou mars dernier, nous avons essayé de poser deux principes, parce que génération 4, implicitement renvoie à l'idée, on est actuellement avec la génération 2, la génération 3 c'est l'EPR, amélioration de sûreté, et quand on dit génération 4, on imagine une amélioration de sûreté. Mais sauf que le génération 4, dans l'esprit de ses promoteurs, c'est pas pour améliorer la sûreté, basiquement, c'est améliorer la gestion à la fois d'uranium et plutonium et la gestion des déchets. Et donc il y a une confusion dans les termes qui sont employés. Dans l'avis de mars, nous sommes attachés à expliciter une idée de base, c'est qu'il fallait que génération 4 marque aussi un saut en termes de sûreté. On est en train de parler de réacteurs susceptibles d'être mis en service dans 30 ans, voire un peu plus, qui seront encore en service à la fin du siècle.
Et donc, nous pensons qu'il faut aller au-delà des objectifs de la génération 3. C'est une première idée. Et deuxième idée, le prototype Astrid, donc lui qui pourrait être du coup mis en service en tout cas avant, lui, il faudrait qu'au moins il puisse permettre de tester de nouvelles dispositions de sûreté qui aillent dans le sens d'une génération 4 de sûreté. Donc c'est ça l'esprit de l'avis que nous avons rendu en mars dernier. On a eu des réunions avec eux pour parler d'un futur dossier de démantèlement. Voilà, je n'ai pas de dossier de démantèlement. Sur le premier point, alors c'est un peu compliqué à expliquer. Le 40 ans, c'est une approximation, pour être tout à fait clair. Ce que prévoit la loi, c'est qu'il y a un réexamen de sûreté tous les 10 ans. Pour les réacteurs, ce réexamen de sûreté a été fait bien avant que la loi le prescrive. Simplement, il a été pratiqué, ce qui est assez logique, au démarrage. En gros, on a mis en service les centrales, on les a laissées tourner un peu. Typiquement, je pense que c'est entre 1 an et demi et 3 ans. Et puis on les a arrêtés pour vérifier que tout allait bien. Et c'est ça qui a donné le top au premier réexamen de sûreté, première visite décennale. Et ensuite, ça s'est enclenché tous les 10 ans. Donc, suivant le temps il y a un petit décalage. Donc, quand on traduit le 40 ans, entre guillemets, tenant compte du fait qu'il y a ce décalage à l'origine, qui n'a pas été le même d'ailleurs en fonction des centrales, il y en a qui sont arrêtés plus vite que d'autres qui ont utilisé pleinement la période de 3 ans, ben vous traduit en chiffres, ça va 43, de l'ordre de 43 ans, mais à 1 ou 2 ans près. Et donc, du coup, il y a une inversion. Tricastin 1 a dû faire sa toute première visite décennale, son premier arrêt au stand, excusez-moi l'expression, probablement plus tôt que ne l'a fait Fessenheim, et du coup, on retrouve ce décalage. Mais Fessenheim, par exemple, suit juste derrière. Je pense que la première décennale, donc c'est Tricastin 1, c'est en 2019, mais à 6-8 mois près, c'est Fessenheim 1 qui arrivera en décennale juste après. Le Fessenheim 2 devrait suivre. Donc j'ai pas le calendrier exact. Il y a des petites inversions qui sont liées aux petites inversions initiales, qui ont donc 30-40 ans, liées à la date de cette première visite décennale. Mais en gros, ça va se suivre de toute manière à 2-3 ans près, à haute dose. Alors, sur la question du calendrier, oui, le calendrier est serré, très très serré. Et je ne suis pas encore certain du calendrier. L'examen générique, il prendra le temps qu'il prendra. Si j'ai pas tous les dossiers, si les dossiers sont pas de bonne qualité, c'est peut-être même pas en 2018 qu'on arrivera à donner un avis. On va faire le mieux possible, mais encore une fois, on s'attachera à avoir un avis structuré et robuste. Mais effectivement, la décennale ayant lieu en 2019, la première, et c'est bien la quatrième visite décennale qui est la cible pour faire les travaux d'amélioration. Le temps de préparation de ces travaux d'amélioration, entre le temps qu'il nous faut pour convenir de ce qui est nécessaire, je prends l'hypothèse que la réponse serait oui avec des conditions précises. La réponse peut aussi être non. Mais si c'est oui avec des travaux, effectivement, le temps entre on prend position, les travaux sont préparés, les travaux sont mis en œuvre, est extrêmement court. Mais clairement, l'objectif, c'est de mettre en œuvre ces améliorations lors de la quatrième visite décennale du réacteur concerné. Bon, on peut peut-être, Jean-Luc, tu peux peut-être répondre. Quel est le plan de bataille? Alors, le plan de bataille, il est contenu dans un document qui s'appelle le plan d'action de l'ASN dans le domaine de l'imagerie médicale, donc qui couvre largement la question des pratiques interventionnelles, mais aussi la question de l'augmentation des doses dans le domaine du scanner. Donc, parmi les actions que l'ASN recommande depuis 2011, dans ce plan d'action, certaines ont été mises en œuvre, d'autres ne sont pas encore. En particulier, il y a des actions lourdes en matière de formation des professionnels. Il faut savoir, par exemple, aujourd'hui,
les praticiens interventionnels non spécialistes des rayonnements ionisants, mais qui utilisent les rayons X dans les blocs opératoires, n'ont pas de formation initiale, de formation universitaire. Donc, une action lourde qu'on mène actuellement en relation avec le ministère des Universités, c'est d'introduire dans la formation initiale des praticiens une formation à l'utilisation des rayons X, par exemple dans les blocs opératoires. C'est un exemple. Deuxième exemple que je peux citer, sans que je ne sois pas exhaustif, mais la question de l'assurance qualité. L'ASN a imposé le management de la qualité dans les services de radiothérapie après l'accident d'Épinal, c'est maintenant en place. Dans le domaine de l'imagerie médicale en général et en particulier dans les blocs, cette exigence n'est pas mise en place. Donc nous travaillons en relation avec le ministère de la Santé pour imposer la mise en place d'un système qualité dans le domaine de l'imagerie, et notamment l'imagerie qui est dédiée aux actes chirurgicaux dans les blocs opératoires. Voilà deux exemples, formation et qualité. Sur le grand carénage, donc là effectivement c'est EDF, c'est le projet d'EDF qui contient beaucoup de choses. Il contient des choses, des modifications industrielles, pas nécessairement en rapport avec la sûreté. Il contient certainement aussi, par anticipation de ce qu'on pourra dire, peut-être certaines améliorations de sûreté. Il contient aussi certainement des choses qui sont liées aux suites de Fukushima. Encore une fois, c'est les termes d'EDF. Nous, on ne valide d'aucune manière le grand carénage et son contenu, ça appartient à l'industriel. On validera par contre, évidemment, pour tout ce qui concerne la sûreté, ce qui doit en faire partie. Donc le 55 milliards d'euros qui s'attache, qui est le chiffrage par EDF de ce grand carénage, on ne le cautionne pas vu qu'on n'a pas encore pris position sur un certain nombre de sujets. Fukushima, on a pris un certain nombre de positions, c'est pas totalement fini et arrêté. Ça dépendra d'un certain nombre de choix qui doivent encore être opérés. Et quant à la question des 40 ans ou du post-40 ans, là, on n'a pas pris parti. Donc, partant de là, je ne valide pas. Juste un mot quand même. Quoi qu'il arrive, que ce soit Fukushima ou les améliorations qui seront jugées nécessaires pour une éventuelle prolongation de la de 40 ans, c'est de très, très lourds travaux. Et la remarque que l'on a faite dès l'année dernière, c'est qu'on constate, c'est une difficulté pour gérer les arrêts de tranche avec le niveau de travaux actuel que rencontre EDF. Il essaye d'améliorer les choses, qui nous préoccupe parce qu'un certain nombre de ces difficultés de gestion peuvent avoir des impacts en matière de sûreté. Et elles nous préoccupent maintenant, alors même que le niveau de travaux est un niveau certes important, mais pas très important, et en tout cas sans commune mesure avec les travaux qui seront rendus nécessaires par les deux grands sujets, le sud de Fukushima et l'éventuelle prolongation de l'âge de 40 ans. Donc il y a un vrai sujet que nous portons sur la place publique dès maintenant, de manière à ce que EDF s'organise pour pouvoir effectuer en qualité et en respect du calendrier les grands travaux qui seront liés à Fukushima et au post-40 ans. Donc il y a un vrai enjeu d'organisation. Partie des difficultés étant aussi liée au renouvellement des personnes. Là aussi, comme pour les installations, au bout de 30-40 ans, les personnes qui ont créé le parc, qui l'ont exploité, c'est des gens qui arrivent à la retraite. Et donc, il y a eu un très fort taux de renouvellement. Et là aussi, pour mettre en place, avoir toute la qualité nécessaire, il faut avoir la certitude, mais c'est compliqué, que les nouveaux arrivent à se mettre à niveau pour faire les opérations. Et encore une fois, ce sont pour la large part des personnels renouvelés qui auront en charge les très grands travaux qui sont encore devant EDF. À l'initiative de l'ASN, nous avons tenu, c'était autour de l'été dernier, 3 séminaires techniques d'une journée avec EDF pour en gros balayer ensemble les grands sujets, les grands questionnements, les grandes problématiques liées à la montée du niveau de sûreté pour les installations anciennes, donc dans la perspective d'un passage au-delà de 40 ans. Il y a beaucoup de sujets, mais je dirais que si on s'attache aux principaux sujets, il doit y en avoir 4-5 qui sont en jeu. Donc on a essayé un peu de prioriser les enjeux. Je prends un exemple.
l'EPR est équipé de ce qu'on appelle un core catcher, c'est-à-dire un cendrier sous la cuve pour récupérer le cœur si jamais il y avait fusion du cœur qui traversait la cuve, donc pour éviter ensuite que ça puisse éventuellement traverser, cette fois ce qu'on appelle le radier, le plancher en béton qu'il y a sous les réacteurs. Donc l'EPR est équipé d'un tel core catcher. Question, dans l'esprit de on se rapproche autant que possible, que peut-on faire sur un réacteur existant qui ait le même effet? La même chose, c'est pas possible. Je crois qu'il n'y a pas la place, enfin c'est en tout cas l'argumentation qui a été développée, mais peut-on introduire un système qui ait le même effet, c'est-à-dire éviter que le cœur traverse le plancher des réacteurs? Première question. Comment l'EPR a des dispositifs de refroidissement de l'enceinte supplémentaires pour éviter que l'enceinte de confinement, la grande enceinte en béton, ait un problème? Pas les réacteurs existants. Que peut-on faire pour avoir la même fonction de sûreté sur des réacteurs existants? Donc on peut lister les sujets, on peut en lister plein, mais sur les sujets majeurs, ça se résume à 4-5 questions essentielles. Donc le travail a commencé. Là, l'avis que nous rendrons, a priori, donc fin 2015, ça sera un avis qui donnera la liste de ces sujets et la liste des dossiers attendus, des justifications de sûreté attendues. Ben, elles seront attendues, donc ça reste. On attendra le dossier et ensuite les propositions seront analysées les unes après les autres jusqu'à temps qu'on puisse constituer un avis global, final, sur la question, a priori en 2018, mais encore une fois avec les réserves qui s'attachent à un dossier que nous n'avons pas encore. Sur le calendrier, je ne me prononce pas, ça c'est un choix d'industriel. Nous, on fera ce qu'on a toujours fait. C'est chaque fois qu'il y a on contrôle, deux, chaque fois qu'il y a un problème, et si nécessaire, on arrête le chantier concerné pour que les choses soient rétablies. On l'a déjà fait par le passé, sur des questions de béton, de qualité de béton, sur la question de l'analyse de sûreté du contrôle commande. On a fait notre travail. En général, après avoir fait ça, l'exploitant et le fabricant, là, j'inclus Areva, a fait le nécessaire. Et dès lors qu'on a constaté que ça avait été fait, on a redonné le feu vert pour poursuivre. Les récents sujets que nous avons sur le chantier de l'EPR concernent un point qui est peut-être pas très connu, c'est les problèmes de ce qu'on appelle d'équipement sous pression. Alors, il faut juste rappeler que nos réacteurs sont des réacteurs à eau sous pression. Donc ils sont pleinement concernés par la problématique de la qualité des circuits dits sous pression. Et quand on parle de pression dans ces réacteurs-là, c'est pas rien, 155 bars. Donc c'est tonique, on va dire, comme pression. Et donc il y a une réglementation spéciale, renforcée, sur ces sujets-là pour avoir l'assurance que ces circuits-là, ils sont extrêmement robustes. Et on a constaté, à la fois sur l'EPR, mais pas que sur l'EPR, des difficultés, à la fois des problèmes, des anomalies techniques qui ont été rencontrées sur certains de ces équipements, ou des insuffisances de justification pour les réacteurs, notamment en exploitation. On l'a rendu public, mais on a bloqué le chantier de remplacement du générateur de vapeur de Blayais 3, parce qu'on considérait que les justifications de sûreté n'étaient pas suffisantes et qu'avant de monter les nouveaux réacteurs générateurs de vapeur qui viennent d'être construits, on attendait ces justifications parce que, encore une fois, les dossiers étaient incomplets. Donc à la fois des problèmes de qualité de dossier, qualité des justifications, insuffisance des justifications de sûreté, mais aussi des anomalies techniques qui ont été rencontrées sur un certain nombre des composants d'EPR. En nombre de contrôles, beaucoup. Flamanville, alors moi j'ai pas toute l'histoire en tête, moi je dirais 5-10 fois. Moi j'ai en tête c'est des problèmes sur le béton, on vient de citer des problèmes sur les équipements sous pression, il y a la question du contrôle commande, donc moi je pense entre 5 et 10, tout niveau de difficulté confondu, sachant que par ailleurs on contrôle évidemment, on y va très fréquemment. Oui, c'est ce que je dis. En termes de contrôle, on y est en permanence. Mais je pensais que quand vous parlez d'intervention, de blocage, moi je pense que ça, sur la durée, ça doit être, à ce stade, pardon, ça doit être de l'ordre de 5. Vous parlez, c'est l'autorisation de mise en service qui est
Donc là, il faut que le dossier nous arrive, qu'on l'instruise, etc. On prendra le temps qu'il faudra. Mais effectivement, il y a une règle. Je crois que le décret initial avait fixé un certain délai pour 10 ans. Et ça tombe 2017, effectivement. Le 11 avril, c'est une date intéressante. Ah, alors ça n'a pas été fait pour. Simplement, ce qui est prévu par la loi, c'est qu'effectivement, dans le décret de Flamanville, il est marqué que la mise en service doit intervenir dans le délai de 10 ans, mais la loi prévoit que les ministres en charge, peuvent repousser ce délai. On a des discussions, on va dire, compliquées avec les Américains, avec les Russes, avec les Chinois. L'Europe est forte, mais il y a du monde en face. Hein. Voilà. On est assez convaincus de ce qu'on porte, mais c'est un combat qui n'est pas du tout gagné. Les raisons qui font qu'un certain nombre de pays s'opposent sont variées, hein, pour être tout à fait honnête. Il y en a qui considèrent que modifier une convention internationale, c'est un objet tellement compliqué que ça n'aurait pas d'effet. Donc, du coup, il ne faut pas s'engager là-dedans parce qu'on perd du temps qu'on pourrait consacrer à autre chose. Ce n'est pas un argument totalement irrecevable. Il y en a d'autres qui sont plus gênés sur l'objectif même de sûreté qui est poursuivi, celui que je rappelais et qu'on a adopté au niveau européen, qui n'est pas de rejet, pas de conséquences long terme des rejets en cas d'accident. Sur les nouveaux réacteurs, je pense que tout le monde est à peu près à l'admettre, pourrait être prêt à l'admettre. Sur l'existant, il y a beaucoup de réserves qui sont de portée technique. Donc il y a des aspects formels à l'opposition, mais aussi des aspects de fond, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ne veulent pas s'engager dans la démarche d'amélioration de la sûreté continue, qui considèrent, pour des tas de raisons, qu'une fois qu'une autorisation a été donnée, c'est ça, le cadre, c'est le cadre, et le cadre ne peut pas changer, sauf vraiment raison d'urgence. Voilà. Donc en tout cas, je peux vous garantir que nous, on portera ce que l'on porte, à la fois au niveau français et au niveau européen. Mais par contre, au niveau international, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais on fait le maximum. Alors, je précise au passage que les travaux de l'AIEA sont présidés avec une présidence qui tourne. Et actuellement, les travaux à l'AIEA autour de ce sujet notamment sont pilotés par mon prédécesseur André-Claude Lacoste. Nous avons un allié. Mais malgré tout, ce n'est pas parce que André-Claude Lacoste est là que nous œuvrons, que l'Europe œuvre, qu'on arrive à passer outre les difficultés de ce débat. Pour être tout à fait clair, nous n'étions pas demandeurs de cette disposition, sachant que nous sommes capables actuellement de faire le boulot sans avoir de loi sur le sujet. Je crois qu'il y a eu des discussions ce week-end en commission spéciale sur la loi Macron. Il y a eu beaucoup d'interventions sur le thème vous allez donner un rôle commercial à l'ASN. Je confirme qu'effectivement, c'était la crainte que nous avions avec un tel article, c'est qu'on apparaisse comme faisant partie de l'équipe de France commerciale du nucléaire. Donc il y a une rédaction qui a été trouvée, qui est bien plus satisfaisante, qui a fait l'objet d'un amendement, qui pose l'idée qui, elle, est bonne, c'est de dire qu'il convient, quand la France vend, ou essaie de vendre des réacteurs à l'étranger, le moins qu'on puisse faire, c'est de s'assurer qu'on vend des choses qu'on considère comme acceptables en France, c'est-à-dire qu'avec la même exigence de sûreté. Dit comme ça, il n'y a pas de sujet, c'est effectivement une mission qu'on peut prendre et assumer. Mais tel qu'étaient formulés les amendements initiaux, c'était à l'évidence, ça mettait en cause l'indépendance même de ce qu'on faisait. Je crois que l'amendement qui a été trouvé après discussion assez vive, je crois que ça a duré une demi-heure sur ce simple article, là nous va. Encore une fois, on n'était pas demandeur, on est capable de faire le boulot sans ce bout d'article, mais cet article ne nous pose pas de problème. Il y en a qui avaient pensé que cet article, parce qu'à un moment, il y avait marqué qu'on pouvait être rémunéré, et qui avaient imaginé que ça soit la solution à nos problèmes, à nos manques de moyens actuels.
les rémunérations dans ce genre de contrat, ça paye les frais, mais ça paye pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est pas de l'argent, c'est des bons hommes. Et là, nécessairement, c'est du budget qu'il faut en dur. C'est pas du tout les enjeux qui appellent ces moyens, c'est ceux que je viens de citer. Je pense que les enjeux export doivent représenter, par rapport à cette masse d'enjeux que nous avons à gérer, peut-être 1 ou 2%. Quoi. Je veux dire, donc ça n'a absolument pas un moyen détourné qu'aurait trouvé l'État pour satisfaire notre demande. En tout cas, ça ne peut pas le satisfaire. Juste un petit commentaire, j'ai oublié de le faire. Quand je disais que la prolongation des installations anciennes, dont il faut améliorer la sûreté, que ce n'est pas quelque chose d'acquis, pas quelque chose d'évident à faire, pas évident à faire industriellement et pas acquis au plan de la sûreté. On a eu un cas, c'était le réacteur Osiris, qui avait dépassé les 40 ans, près de 50 ans, sur lequel on a eu des discussions. Elles ont été complexes, elles ont été dures, mais in fine, la voie de sortie, la meilleure qui aurait été de mettre en place des améliorations, on n'a pas pu la trouver. Donc quand je dis, parlant des réacteurs, parlant de toutes les autres installations qui sont dont on doit assurer leur examen de sûreté à l'avenir, voilà, quand je dis que c'est pas acquis, c'est juste que j'ai aussi en tête que c'est juste compliqué, et on l'a vu déjà sur un certain nombre de cas de figure. Je ne l'ai pas mis dans mon propos initial pour avant tout parler de nos missions et ne pas simplement en permanence parler de nous-mêmes. Mais je confirme ce qu'on a déjà dit et notre analyse qui n'a pas changé, d'ailleurs qui n'a pas changé depuis 2011, si ma mémoire est bonne. On anticipait dès 2011 une augmentation de la charge suite à Fukushima. Les réévaluations de sûreté dont j'ai abondamment parlé, elles étaient entièrement prévisibles. Et dès lors que Fukushima est rentré dans le paysage, dès 2011, on a anticipé le fait qu'on aurait une surcharge, en gros, qui commence dès cette année. Vous avez vu le nombre de dossiers qui sont dans le pipe ou qui vont rentrer dans le système, lourds. Ils sont en train d'arriver. Ce que nous avons évalué, conjointement d'ailleurs avec l'IRSN, nous sommes à peu près 1000 pour assurer le contrôle de la sûreté et de la radioprotection en France. 500 chez nous, 500 à l'IRSN qui travaillent à temps plein pour nous. Donc on est 1000. Et pour faire face aux enjeux dont je viens de parler, on estime qu'il faudrait qu'on passe à 1200. Et vous voyez bien, je raisonne en nombre de personnes parce que c'est ça la clé du sujet. C'est pas de l'argent avec qui je pourrais passer des contrats, etc., qui sera la bonne réponse à notre sujet. Donc c'est passé de 1000 à 1200. Typiquement, donc on a un discours absolument constant sur ce sujet. Dans le cadre des discussions budgétaires pour les 3 ans à venir, le gouvernement a entendu cette demande. Simplement, la réponse qu'il a pu trouver, c'est d'augmenter nos effectifs, pas ceux de l'IRSN, nos effectifs de 30 personnes sur les 3 ans à venir. Donc on a une demande à 200, on a un gouvernement qui fait objectivement ses meilleurs efforts, et on obtient plus 30. Conclusion, on a dit merci au gouvernement d'avoir fait des efforts, et je le redis. Simplement, on voit bien que dans le système de financement actuel, malgré les efforts du gouvernement, il y a encore un décalage fort entre les plus 30 qu'on a obtenus, enfin, qu'on devrait obtenir, on est vigilant en gestion, comme on dit, et le plus de 100 qui serait souhaitable. Et donc, partant de là, on a poussé l'idée qu'il fallait réformer le système même de financement. On est financé sur le budget de l'État. Donc, les exploitants payent des taxes qui vont directement dans le budget général de l'État. L'ordre de grandeur, c'est 600 millions d'euros par an. Et puis ensuite, dans le cadre de cette fois des discussions budgétaires normales, l'État nous redonne de l'argent. En gros, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros pour l'ensemble de l'IRSN plus nous. Et ce système où l'argent est mis dans le pot commun et éventuellement redistribué, in fine, voilà ce qu'il donne. Il donne plus 30, il ne donne pas plus 200. Et ce que nous avons mis sur la table comme idée, s'il y en a d'autres, moi je prends, c'est qu'on ait ce qui existe dans beaucoup d'autres pays, un système où une partie, en tout cas, des taxes payées par les exploitants est directement affectée sous le contrôle du Parlement, sous le contrôle du Parlement, et préaffectée, et ensuite c'est le Parlement qui débloque, à l'autorité de contrôle et à son appui technique pour ce qui nous concerne. Donc c'est ce système-là que nous avons toujours dans le viseur. Dans le cadre de la loi de finances en discussion, il y a un article qui concerne ce sujet-là, qui fait obligation
au gouvernement, pour la prochaine loi de finances, de faire un rapport au Parlement justement sur ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire pour justement réformer le système de financement. Alors, c'est pas la fin de l'histoire, c'est une clause de rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'on aura ce qu'on attend. Donc moi, je serai particulièrement vigilant pour l'année à venir, pour qu'effectivement cette étude des solutions de réforme du financement soit effectivement faite, et qu'on aille aussi loin que possible, parce qu'encore une fois, sans changement du système, j'ai très très peu d'espoir dans le contexte budgétaire dans lequel nous sommes, d'avoir satisfaction sur ce qui nous apparaît comme nécessaire. Donc c'est vraiment indispensable. J'ai dit qu'on avait eu une inspection par nos pairs sur l'organisation de nos systèmes. Ils sont aussi revenus sur ce sujet-là, à l'appui finalement de ce que l'on demande. J'avais pas senti grand-chose avant. Juste un ordre de grandeur, c'est renforcer l'ASN, c'est aussi pour un exploitant. Alors c'est peut-être la source d'ennui en plus, mais aussi c'est aussi une assurance pour avoir des réponses rapides sur les sujets sur lesquels ils nous interrogent ou nous devons prendre position. Ordre de grandeur, le coût qui correspond au plus 200, c'est de l'ordre d'une 50aine de millions d'euros. Alors, je rappelle les chiffres. Ils versent déjà, les exploitants, collectivement, essentiellement EDF, 600 millions d'euros. On parle d'une 50 millions d'euros de plus. Donc, je ne dis pas que c'est anecdotique, hein, c'est jamais anecdotique. Le grand carénage, 55 milliards d'euros. D'accord ? On change d'ordre de grandeur. Donc, un jour d'arrêt de réacteur, et c'est tous les jours qu'on empêche des arrêts de réacteurs parce que voilà, le boulot n'a pas été fait correctement, enfin on ne le juge pas fait correctement par EDF, un jour d'arrêt c'est 1 million d'euros par réacteur. Voilà, c'est quelques ordres de grandeur pour dire que, à mon avis, l'enjeu financier qui s'attache à cette question est absolument négligeable au regard des enjeux financiers que doit manier les grandes entreprises nucléaires, EDF en tête. Je précise aussi un autre chiffre peut-être. Nos homologues américains, ils n'ont pas tout à fait le même périmètre d'intervention. Ils sont 4000. Hein. On va faire le tri dans ce qu'il y a à faire. Il y a des dossiers qui sont des dossiers qui nous sont soumis, ce que j'appellerais qui ne sont pas directement un enjeu de sûreté. Un exploitant veut améliorer son installation pour la rendre plus efficace, etc. Il y a une modif à faire. On vérifie que la modif va dans le bon sens, en tout cas n'altère pas la sûreté. Bon, ce genre de modif de confort qu'on traite actuellement, évidemment, ne seront pas dans les priorités numéro 1 pour moi. Donc typiquement, ça, non. Ça, soit on le fera pas, soit on le fera en deuxième, en priorité de rang 2, voire 3, ou soit on le fera pas. Autre sujet, les nouvelles installations. Tant qu'elles ne sont pas démarrées, il n'y a pas d'enjeu de sûreté. Il y a un enjeu de sûreté à prolonger ou ne pas prolonger des centrales existantes, elles fonctionnent. Une installation nouvelle n'a pas ce même risque. Même chose, des installations nouvelles, on fera les choses au mieux qu'on puisse faire, mais en rang 2, voire 3, voire pas. En fonction des résultats qu'on aura en termes de moyens, on fera ce que tout le monde fait, hein, c'est de prioriser. Et moi, je suis attendu, je suis responsable du fait qu'il n'y ait pas d'accident, en tout cas de travailler dans ce sens. Donc je suis attendu sur la sûreté des installations existantes. Donc modification de confort, installation nouvelle, priorité de rang 2. Si on n'arrivait pas à trouver une solution. Et le plus vite possible, tout en ayant conscience qu'on ne peut pas faire un step ça fait 20%, hein, en une année. Aucune organisation, en tout cas pas nous, saurions gérer ça valablement. Donc je vois plutôt un étalement sur quelques années, 3, 4, même si c'est 5 ans, pour qu'on puisse former les gens, absorber les gens dans de bonnes conditions. Donc c'est un étalement. Voilà, c'est un étalement. Mais encore une fois, on est à plus 30 sur 3 ans, donc on est assez loin des rythmes, très très loin même des rythmes souhaités.